J'ai découvert que la pièce maîtresse du musée pour laquelle j'ai risqué ma carrière est un faux. Mon mentor est le faussaire et la police arrive ce soir. Je suis sous un stress post-traumatique si intense que mes mains tremblent en tapant. J'ai besoin de raconter ceci avant que tout n'explose. Je travaille depuis 12 ans au musée des antiquités classiques de la capitale, où j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir conservateur en chef adjoint pour la période hellénistique. Il y a 2 ans, le musée a acquis la tête d'Athéna victorieuse, une sculpture en marbre considérée comme la découverte la plus importante de la décennie. Son acquisition, pour plus de 50 millions d'euros, a été mon premier grand projet. J'ai passé 1 an à étudier sa provenance, à faire valider les analyses chimiques et à défendre son authenticité devant le conseil d'administration. J'ai mis ma réputation en jeu. L'homme qui a mené cette acquisition avec moi, qui l'a authentifié et qui est ma caution scientifique, est le docteur Victor Laroche. Il a été mon mentor depuis mon premier jour. Il est le directeur du département, un érudit respecté mondialement, et, jusqu'à hier soir, l'homme que je considérais comme un second père. Mon lien avec Victor n'était pas seulement professionnel, c'était filial. Il m'a appris l'art de la négociation, les nuances de la patine, et l'histoire des carrières de marbre grec comme personne. Pendant des années, je l'ai vu comme le gardien de l'intégrité de notre profession. Il me faisait confiance pour les projets les plus délicats, me préparant ouvertement à prendre sa succession, me confiant même les codes d'accès d'urgence et les clés du laboratoire. Quand il me souriait après une présentation réussie, il m'appelait son héritier intellectuel. Et je sentais que ma mère aurait été fière. Savoir que cet homme, qui m'a construit et qui a signé mon avenir, a utilisé toute cette crédibilité pour une arnaque, est une douleur physique. Le fait qu'il ait risqué l'intégrité de l'institution que nous aimions tous les deux juste pour de l'argent me hante plus que tout. J'ai le sentiment qu'il m'a non seulement trahi, mais qu'il m'a délibérément positionné comme son bouc émissaire potentiel. Si la fraude avait été découverte plus tard, c'est mon nom qui aurait été en première ligne. Les signaux d'alerte, le doute grandissant. La tête d'Athéna devait être la pièce centrale de notre gala d'été et de la nouvelle exposition « Gloire retrouvée » qui ouvre au public demain matin. C'était le point culminant de notre saison. L'événement qui devait cimenter notre financement pour la décennie à venir et garantir la succession de Victor. Il y a 1 mois, en préparant la vitrine, j'ai remarqué quelque chose de minuscule, une marque d'outil sur la base. Invisible à l'œil nu, que seul un microscope électronique aurait pu révéler. Le genre de micro-abrasion qui semblait incohérent avec les techniques de burinage du IIe siècle AV. Jésus-Christ. Les sculpteurs hellénistiques utilisaient des outils à des angles spécifiques. Cette marque-là était trop nette, trop propre, typique d'un outil rotatif moderne. Ce n'était pas une erreur historique. C'était une signature technique post-industrielle. J'ai ignoré le doute, le reléguant à un simple défaut. Mon cerveau m'a dit, c'est une altération moderne causée par la découverte ou le transport. L'idée que Victor ait pu se tromper, ou pire, mentir, était une hérésie que mon esprit refusait d'accepter. Cette phase de déni m'a fait perdre 3 précieuses semaines. Mais le doute, une fois planté, est comme une mauvaise herbe. J'ai commencé à relire tous les rapports d'analyse, y compris ceux de la thermoluminescence. J'ai trouvé des incohérences, les échantillons de patine externe montraient un âge compatible, le faussaire était un génie. Mais le cœur du marbre, là où les forgerons modernes injectent parfois des composés pour simuler la cristallisation, était ambigu. C'était comme si l'âge de surface était une coque qui cachait un fruit trop jeune. J'ai réalisé que les échantillons renvoyés au premier laboratoire étaient intentionnellement prélevés à des endroits superficiels et non représentatifs du cœur de la pierre. La plongée dans l'abysse du laboratoire. J'ai passé un week-end entier dans le laboratoire souterrain, j'ai les codes, à refaire les analyses. C'était une course contre la montre et contre ma propre conscience. J'étais seul, dans le silence froid des sous-sols, éclairé par les écrans de mes spectromètres. J'avais l'impression d'être un voleur dans mon propre temple. La pression était insoutenable. Je dormais par courtes périodes sur un banc, le café froid en perfusion. J'ai dû utiliser des protocoles plus agressifs que ceux que nous employons pour ne pas endommager les pièces. J'ai concentré mes efforts sur la composition isotopique de certains oligo-éléments, comme le strontium et le néodyme, présents dans le marbre. Ce type d'analyse est extrêmement coûteux et rarement utilisé sur des pièces déjà validées. J'ai dû inventer une urgence de maintenance pour justifier l'usage de l'équipement lourd, falsifiant un journal de bord de l'équipement pour couvrir mes traces. Quand le dernier graphique est apparu à l'écran, affichant des signatures isotopiques modernes, j'ai eu la nausée. Je me suis effondré sur le sol en béton. J'avais la preuve irréfutable que les 50 millions d'euros avaient été gaspillés sur un vulgaire caillou sculpté il y a moins de 20 ans. Ce n'était pas une erreur, c'était un acte criminel. La preuve implacable est l'empire de la fraude. L'analyse isotopique a parlé sans ambiguïté. Le marbre n'était pas du Pentélique, Grèce, comme l'indiquait la provenance et comme Victor l'avait certifié dans son rapport initial.
Les signatures chimiques indiquaient une provenance d'une carrière en Anatolie, Turquie, récemment réouverte, dont l'exploitation avait repris dans les années 2000. Ce marbre n'était tout simplement pas disponible il y a 2200 ans. Le faussaire a utilisé une technique de vieillissement chimique si avancée qu'elle a trompé des générations de tests non invasifs. Il avait réussi à reproduire la couche d'altération superficielle et la cristallisation lente typique des millénaires. Mais il a fallu quelqu'un avec un accès total et une connaissance intime de nos protocoles d'analyse pour anticiper exactement quelles failles existent dans nos tests standards, et s'assurer que les échantillons prélevés initialement provenaient bien des zones où l'illusion était parfaite. J'ai confronté ces données aux historiques d'acquisition. J'ai découvert que le docteur Laroche avait fait pression pour que l'acquisition se fasse rapidement, en contournant la phase d'audit par un laboratoire indépendant, celle que j'avais tant défendue à l'époque, prétextant une opportunité unique et non reproductible. Il avait même écarté un expert externe qui avait soulevé un léger doute sur la couleur de la patine. Ce n'était pas un simple faux, c'était un système de blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Puis, dans les fichiers de son ordinateur de bureau, j'ai ses identifiants depuis une panne de système récente. J'ai trouvé un fichier crypté. C'était un simple grand livre de comptes, masqué derrière un programme de gestion bibliographique. Il y avait la trace des fonds. La tête d'Athéna avait été échangée contre une somme dérisoire, environ 50 000 €, puis revendue au musée pour 50 millions d'euros, avec une commission de 40%, soit 20 millions d'euros, versée à une société écran aux îles Caïmans, Helio Antiquity Ltd., qui était contrôlée par la femme du docteur Laroche. Mon mentor est le chef d'un réseau international de faussaires qui utilise la crédibilité de notre musée comme une machine à blanchir des chefs-d'œuvre. L'argent sale de collectionneurs douteux est nettoyé en étant réinjecté dans des objets qu'ils savent être des faux. Laroche agissant comme le cachet d'authenticité suprême. L'impact ne se limite pas à nos 50 millions, la réputation de l'institution est en jeu. Si l'authenticité de l'Athéna est remise en cause, c'est toute notre collection récente qui sera auditée, menaçant nos subventions et notre crédibilité pour la prochaine décennie. C'est un désastre total. Le gala et l'arrestation, l'opération Gloire retrouvée. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Le gala d'été. Des ministres, des collectionneurs milliardaires, des journalistes de tous les continents seront présents. Le président du conseil d'administration, Monsieur Delacroix, sera là. L'implosion ne sera pas seulement nationale, elle sera mondiale. J'ai contacté la police judiciaire, brigade des affaires financières et culturelles, à 4 heures du matin, via un canal sécurisé que j'avais mis en place pour le conseil d'administration. Ils sont au courant, mais ils ont besoin d'une preuve physique que je peux leur donner à l'intérieur de l'enceinte. Et ils veulent l'arrêter en flagrant délit, au pic de sa gloire et devant tous ses pairs, pour maximiser l'impact dissuasif. Le plan est un pari sur mon sang-froid. Je dois attendre que le docteur Laroche porte son toast inaugural devant l'Athéna, vantant la gloire de l'authenticité et remerciant particulièrement son jeune et brillant adjoint, moi, pour le travail d'acquisition. Le toast est prévu à 21h15. À ce moment précis, tandis que tous les regards sont braqués sur la tête, je dois m'éclipser discrètement. Je dois prétexter un appel urgent pour ne pas éveiller les soupçons. Je dois me rendre dans la salle des serveurs. Elle est située au sous-sol 3, derrière 2 portes de sécurité. Je dois télécharger sur un disque dur du musée les 3 fichiers de ma nouvelle analyse isotopique et les historiques de virements bancaires de la société écran. Je ne peux pas utiliser mon téléphone, car Laroche pourrait tracer les logs de connexion. L'upload doit être propre et interne. Une opération qui ne devrait prendre que 4 minutes si tout va bien. Je dois uploader les données sur le cloud sécurisé de la PJ que nous avons configuré ce matin, via une liaison chiffrée. Cet upload est le signal d'intervention. La PJ m'a confirmé que dès que le transfert sera terminé, leurs agents, déjà infiltrés parmi le personnel de sécurité et les serveurs, agiront. Si je me trompe, si le lien Internet est lent, si un technicien me voit dans la salle des serveurs, ou si Victor, connu pour son sens du détail, remarque mon absence prolongée, Laroche s'en sort, et je suis accusé de sabotage, de vol de données, et de tentative de destruction de la réputation du musée. Ma carrière et ma vie seraient terminées. Je suis en train d'enfiler mon smoking. Le nœud papillon me serre la gorge. J'entends les premiers invités arriver dans le hall. Les coupes de champagne qui tintent. L'horloge tourne. Il est 20h45. Je dois serrer la main de cet homme dans une demi-heure, sourire. Il y a 5 minutes, il m'a croisé dans le couloir et m'a dit, en me tapotant l'épaule, « Mon garçon, tu es la fierté de l'établissement. Ce soir, nous entrons dans l'histoire. Profitant, tu l'as mérité. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un sourire figé sur mes lèvres. J'ai vu l'arrogance, la confiance et le mépris dans ses yeux. Il ne doutait de rien. Je suis sur le point de détruire sa vie, sa carrière, et de provoquer le plus grand scandale de l'histoire du musée.
Mais en faisant cela, je rachète ma propre âme. Je suis terrifié. Est-ce que ce risque en vaut la peine? Oui. Pour ma conscience. Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu négliger dans le plan?